Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une vidéo concernant les pathologies en pédopsychiatrie dans le cadre de l'UE 2.6 S5. Premièrement, on a l'autisme. Donc l'autisme se définit par les troubles envahissants du développement, ce qu'on appelle les TED, et les troubles du spectre autistique, ce qu'on appelle les TSA, qui recouvrent la même réalité clinique. Donc l'autisme, c'est un trouble du développement neurobiologique. Son étiologie peut être multifactorielle, c'est-à-dire peut être génétique ou neurologique. Donc selon l'OMS, les troubles du spectre autistique sont définis comme un ensemble d'affections caractérisées par un certain degré d'altération du comportement social, de la communication et du langage, par la modicité des centres d'intérêt et des activités qui sont spécifiques à la personne et répétitifs. Selon la classification internationale des maladies, on peut trouver 4 types de troubles envahissants du développement. On a l'autisme infantile, l'autisme atypique avec une hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés et d'autres troubles désintégratifs de l'enfance. On a le syndrome de Rett et aussi le syndrome d'Asperger avec d'autres troubles envahissants du développement. Au niveau des signes d'alerte, on peut avoir l'inquiétude des parents évoquant une difficulté de développement de leur enfant. Dès la première année, on peut avoir une absence ou rareté du sourire social, du contact visuel, de l'orientation à l'appel du prénom. Au cours du développement, on peut avoir des perturbations du langage ou de la socialisation, des comportements répétitifs ou stéréotypés, et quel que soit l'âge, on a une régression dans le développement du langage et des relations sociales. On peut avoir aussi toute régression du langage ou d'autres domaines de développement, par exemple une absence de babillage à 12 mois, une absence de pointage à 12 mois, une absence de mots simples à 16 mois et une absence d'association de 2 mots à 24 mois. Parmi ces signes précoces, on peut avoir aussi une absence de sourire-réponse vers 2 à 3 mois, une absence d'imitation et une absence de jeu, par exemple, de faire semblant. C'est ce qu'on appelle la triade symptomatique autistique, c'est-à-dire des altérations qualitatives de la communication et du langage, des altérations qualitatives des interactions sociales, un manque d'intérêt et des signes stéréotypés tels que des comportements et des activités répétitifs. En général, ces troubles apparaissent avant 36 mois. Le diagnostic clinique est fondé sur plusieurs méthodes. Premièrement, on peut avoir un entretien orienté avec les parents et une observation clinique directe de l'enfant. On peut avoir recours aussi à des tests d'aide diagnostique, mais aussi à des évaluations dans un champ multidisciplinaire. Ces examens peuvent nous révéler les diagnostics suivants. L'enfant peut avoir un retard mental, des troubles spécifiques du langage tels des dysphasies graves, des troubles de la coordination motrice, un déficit de l'attention avec une hyperactivité, c'est ce qu'on appelle la TDAH, le syndrome de Gilles de la Tourette, des déficits sensoriels tels que la surdité ou la cécité, et aussi des carences affectives précoces et sévères. Au niveau de la prise en charge, c'est une prise en charge qui peut s'effectuer au niveau ambulatoire ou en institution, c'est-à-dire en hôpital de jour ou dans des centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel. C'est une prise en charge multidisciplinaire puisqu'il faut une prise en charge au niveau de l'orthophonie, au niveau de la psychomotricité, au niveau psychologique aussi. Concernant les traitements, on peut donner des traitements de type antipsychotique, notamment en cas de comportement auto- ou hétéro-agressif. Le 6 avril 2018, le gouvernement a dévoilé la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022 qui s'intitule « Changeons la donne ». Parmi ces engagements, nous avons renforcer les recherches et les formations,
mettre en place les interventions précoces prescrites par les recommandations de bonne pratique, garantir la scolarisation effective des enfants et des jeunes, favoriser l'inclusion des adultes et soutenir les familles. Après l'autisme, voyons une deuxième maladie en pédopsychiatrie qu'on appelle l'hyperactivité. Cette pathologie est définie par un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est une pathologie d'origine neurodéveloppementale. L'hyperactivité est un symptôme de cette maladie. Cette pathologie est un des motifs de consultation de l'enfant le plus fréquent puisqu'on peut compter jusqu'à 35% des enfants consultant pour ce motif en santé mentale. Ce syndrome est constitué par une triade symptomatique associant premièrement des troubles de l'attention avec une faible capacité à se concentrer, un changement d'activité fréquent et une distractibilité importante. Deuxièmement, nous avons l'hyperactivité, c'est-à-dire on a une activité motrice exagérée pour l'âge, une agitation désordonnée et permanente. Enfin, on a l'impulsivité qui se traduit par une difficulté à respecter les règles ou le cadre. Dans le cadre du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le diagnostic se fait selon une échelle de dépistage qu'on appelle l'échelle de Conners. C'est un questionnaire parent-enseignant. Puis on établit un bilan neuropsychologique qui évalue le déficit attentionnel dans ses différentes dimensions sélectives et globales, auditives et visuelles, et qui élimine les diagnostics différentiels et recherche les troubles associés. Selon le degré du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'enfant peut rencontrer d'autres diagnostics différentiels, tels que des pathologies somatiques, des pathologies psychiatriques, des facteurs psychosociaux et une hyperactivité iatrogène. Concernant la prise en charge infirmière d'un enfant atteint de TDAH, celle-ci peut établir une psychoéducation avec l'enfant et sa famille, mais aussi leur donner les informations nécessaires sur le trouble et son traitement, notamment concernant le méthylphénidate à libération prolongée qui permet une prise par jour au petit déjeuner et qui va lui permettre d'avoir une meilleure concentration, une meilleure motivation, qui va le stimuler physiquement, lui faciliter la communication avec les autres et avoir une humeur joyeuse. L'infirmière peut aussi orienter l'enfant et sa famille vers des associations de patients qui rencontrent les mêmes problèmes de santé, sans oublier que l'enfant peut aussi obtenir un aménagement du temps scolaire. Voyons maintenant ce qu'on appelle le retard mental d'un enfant. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, on considère actuellement que le retard mental est un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, notamment des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales. Des capacités intellectuelles réduites sont le trait dominant de ce trouble, mais on ne pose le diagnostic que si elles s'accompagnent d'une moindre capacité d'adaptation aux exigences quotidiennes de l'environnement social. Le retard mental chez l'enfant peut être à l'origine de plusieurs facteurs. Premièrement, on a les facteurs organiques. Par exemple, si l'enfant rencontre des anomalies durant la grossesse dans le ventre de sa maman ou des problèmes postnataux. Deuxièmement, on a les facteurs environnementaux, tels que les facteurs socioculturels, par exemple concernant les conditions de vie de l'enfant. Et enfin, on a les facteurs psychologiques. Les signes cliniques du retard mental chez l'enfant peuvent être un retard de développement psychomoteur, une lenteur dans les interactions, un retard d'acquisition des capacités de communication verbale et non verbale, des difficultés dans les apprentissages scolaires, une immaturité, une inhibition et une passivité et une soumission aux autres enfants ou adultes. On peut remarquer aussi une instabilité et des réactions de colère ou de prestance et des fabulations. Lorsqu'on diagnostique le retard mental chez l'enfant, on peut aussi avoir d'autres pathologies, telles que des pathologies somatiques, des pathologies psychiatriques, mais aussi des facteurs psychosociaux. Alors, la prise en charge va être une prise en charge multidisciplinaire selon le problème de l'enfant.
Et enfin, il faut savoir que l'enfant qui rencontre un retard mental peut bénéficier d'un aménagement scolaire, peut être scolarisé dans des classes spécialisées ou dans des institutions spécialisées. Alors, concernant l'anxiété chez l'enfant, premièrement, l'anxiété est définie par un vécu pénible impliquant une insécurité, une menace liée à un danger indéterminé ou à des événements impliquant un danger potentiel physique ou psychologique. Par exemple, une séparation, un examen, mais qui est disproportionnée ou inadéquate aux yeux d'un observateur extérieur. Par contre, la peur, c'est une réaction émotionnelle primaire liée à un objet, à une situation précise, soit du fait de l'expérience, soit du fait de l'éducation. Et enfin, l'angoisse, c'est une anxiété profonde et aiguë qui est née du sentiment d'une menace imminente et une sensation d'extrême malaise. Les manifestations de l'anxiété sont de l'ordre psychique, c'est-à-dire qui se manifestent par une peur, un sentiment de danger, mais peuvent être aussi somatiques. On parle de manifestations somatiques neuro-végétatives ou viscérales qui se manifestent par des douleurs abdominales, une oppression thoracique et des palpitations cardiaques. Il faut savoir que certaines peurs sont normales à certaines périodes du développement de l'enfant. Toute manifestation anxieuse de l'enfant n'est pas pathologique, mais les troubles anxieux doivent être diagnostiqués et pris en charge précocement afin d'en améliorer l'évolution et de prévenir les complications. La prise en charge est établie en fonction du contexte des manifestations anxieuses et de l'âge de l'enfant. C'est une prise en charge qui est parfois non médicamenteuse puisque la réassurance, c'est-à-dire offrir à l'enfant un endroit calme, sécurisant, un discours apaisant, peuvent diminuer les manifestations de l'anxiété chez l'enfant. On peut utiliser aussi des méthodes de distraction telles que la musique ou les jeux. On peut aussi utiliser des méthodes psychocorporelles telles que la relaxation. Et enfin, la présence des parents ou de personnes de confiance peuvent vraiment aider l'enfant. Parfois, on a recours à des traitements médicamenteux tels que les anxiolytiques de type hydroxyzine qui peuvent aussi aider l'enfant. La prise en charge des troubles anxieux caractérisés relève d'une prise en charge par des spécialistes. Concernant la psychose infantile, il faut savoir que les causes sont multiples. On peut avoir des troubles de la maturation cérébrale ou des troubles génétiques ou alors des troubles précoces de la relation mère-enfant. Les signes cliniques sont une altération du comportement social, c'est-à-dire un désintérêt social. On peut avoir aussi des signes d'instabilité psychomotrice comme une agitation ou des difficultés de concentration. On peut avoir une production délirante, c'est-à-dire une hallucination auditive ou visuelle. On peut avoir des signes d'anxiété tels que des phobies ou des obsessions. On peut avoir des troubles du langage et des troubles psychomoteurs. Concernant la prise en charge, elle peut être ambulatoire, c'est-à-dire en consultation, ou alors en institution, lorsque par exemple le patient est en phase aiguë. Concernant les traitements médicamenteux, ce sont des antipsychotiques qui peuvent être administrés. Concernant la psychose postpartum, il faut savoir que la grossesse est une période de vulnérabilité pour la femme. Il y a une intrication de 3 facteurs potentiellement pathogéniques. Premièrement, on a les facteurs psychologiques, ensuite on a les facteurs biologiques et enfin on a les facteurs sociologiques. Les facteurs de risque qui peuvent contribuer à une psychose postpartum sont multiples. Premièrement, on a l'antécédent familial de schizophrénie ou antécédent personnel de bouffées délirantes aiguës. Ensuite, cela peut être dû à la primipare, c'est-à-dire le premier accouchement de la femme. On a aussi l'âge supérieur à 30 ans,
Cela peut être dû aussi à une situation économique et sociale de la femme qui peut être précaire, ou alors par rapport aux conditions d'accouchement qui peuvent être difficiles ou les complications obstétricales. Et enfin, cela peut être dû à une absence de préparation à la grossesse, par exemple pour une patiente immature qui a une personnalité limite ou une personnalité psychopathique. Le tableau clinique décrit un début brutal, des bouffées délirantes aiguës variables, polymorphes et labiles, des mécanismes multiples tels que des hallucinations, et les thèmes de la psychose sont centrés sur la naissance et la relation à l'enfant. Concernant les diagnostics différentiels, on peut avoir une thrombophlébite cérébrale, une rétention placentaire ou des causes infectieuses. Concernant l'évolution de la psychose postpartum, dans 80% des cas, cette évolution peut être favorable avec guérison sans séquelles et dans 20% des cas, une récidive à la prochaine grossesse. Concernant la prise en charge, on peut proposer à la mère une double prise en charge avec hospitalisation dans une unité mère-enfant, un aménagement de la relation mère-enfant progressive à l'aide de mesures psychothérapeutiques et éducatives, conseiller à la mère d'attendre avant une nouvelle grossesse et une hospitalisation systématique à chaque grossesse. Concernant les traitements médicamenteux, on peut agir sur le plan symptomatique à l'aide de neuroleptiques et une sismothérapie.